voulais parler des deux implants distribués par Opta France et qui sont produits par Ophthalmo Pro, donc le Zoé et le Max Vision. Et ça permet d'aborder le thème que je trouve d'actualité, c'est au sujet de la compensation de la presbytie pour la chirurgie de la cataracte. Est-ce que c'est réellement une prestation premium ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des possibilités non premium? C'est vrai qu'on a coutume de dire que la chirurgie de la cataracte est une chirurgie réfractive, c'est quelque chose d'acquis maintenant. Il y a d'ailleurs des attentes de la part des patients qui s'attendent à ne plus porter de lunettes, et même de près d'ailleurs maintenant. Et si on donne pas l'information aux patients, parfois ils sont déçus d'avoir une prescription de lunettes dans les suites. Donc la question d'actualité, je pense que c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui la compensation de la presbytie est une obligation pour la chirurgie de la cataracte? Est-ce que ça doit uniquement s'adresser à une prestation premium ou est-ce que de manière standard, on doit maintenant proposer des solutions aux patients pour limiter au maximum le port des lunettes? C'est d'ailleurs dans ce sens que va la présentation, enfin la nouvelle classification des implants proposée par le SRS qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, qui date de 2024, et qui classe un peu tous les nouveaux implants en fonction de leur capacité à compenser la presbytie partiellement ou complètement. Donc c'est le tableau qui est déjà connu. Les implants monofocaux de dernière génération, ils sont là. C'est des implants qui avaient pas du tout de profondeur de champ. Dans les années 2005-2010, on parlait beaucoup de compensation des aberrations. Le but à cette époque était d'avoir la meilleure qualité de vision au détriment en fait de la profondeur de champ. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on voit fleurir une proposition un peu à l'opposé, qui correspond donc aux implants monofocaux plus, dont le but là est d'étendre un peu la profondeur de champ sans altérer la qualité de vision de loin et sans rendre la sélection des patients plus compliquée ou plus sélective. Donc c'est un implant potentiellement qui peut être utilisé de manière standardisée et dont le but est d'améliorer la vision de près. Et il a aussi l'avantage d'être gratuit, donc ça évite toute une partie de promesses et d'informations à donner aux patients, parce que dans ce cas-là, on ne promet rien, mais on compense quand même quelque chose de manière très positive. Et parmi les implants premium, donc il y a les EDOF, comme vous savez, et les implants full range, donc c'est ceux qui vont viser à compenser complètement la presbytie, à la fois de loin, en vision intermédiaire et de près, avec différents types d'implants. Les dernières générations visant à offrir une vision continue, c'est-à-dire maintenue de l'infini jusqu'à 30 à 40 cm pour la vision de près. Donc, c'est les implants de dernière génération. Et la proposition donc distribuée par Opta France, c'est l'implant Max Vision dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, concernant donc les implants monofocaux plus, je vais parler du Zoé. Donc, c'est un implant qui a un design assez classique, hydrophobe, qui s'injecte facilement, donc là, tout pour séduire dans la pratique courante, qui a la particularité d'induire des aberrations sphériques négatives qui le font rentrer dans la catégorie des implants monofocaux plus. Voilà, donc ils vont étendre un tout petit peu la profondeur de champ par rapport à un implant traditionnel qui, lui, va viser à essayer de donner la meilleure PSF, c'est-à-dire la meilleure qualité de vision. Donc là, on perd un peu en qualité, mais au bénéfice de la profondeur de champ. Mais cette perte en qualité est normalement pas ressentie par le patient. D'ailleurs, les implants monofocaux plus répondent à une définition bien précise. Donc, les acuités de loin sont équivalentes à un monofocal avec augmentation de la profondeur de champ. Elle doit être de entre 1,2 et 1,5 dioptries au-dessus de 0,2 logmar dans la classification que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a peu de dégradation de la qualité optique in vitro sur les tests qui sont faits et elle repose sur une modulation de la sphéricité, comme je vous l'ai déjà dit. Donc la sélection des patients est en fait assez large. Je voudrais juste insister sur un point, c'est qu'il faut juste se méfier des patients qui ont les antécédents de chirurgie réfractive cornéenne qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que pour l'utilisation d'un implant monofocal plus à aberration négative comme le Zoé, il faut se méfier des patients qui ont déjà eu un LASIK hypermétropique ou un presbylaside, puisqu'on va induire des aberrations dans le même sens et à un niveau qui pourrait être délétère. Donc pour ces patients, et c'est les seuls, je ne recommande pas un implant Zoé. L'autre intérêt de ces implants, c'est qu'ils permettent d'optimiser les résultats en monovision, puisque ce petit gain de profondeur de champ va permettre de réduire l'anisomètropie, elle va permettre une meilleure neuroadaptation et elle va permettre de proposer des solutions optiques qui se rapprochent un peu de ce qu'on propose en LASIK, notamment avec le laser Zeiss,
le LBV, où on va avoir donc un œil qui privilégie la vision de loin, l'autre qui privilégie la vision de près, mais quand même la persistance d'une zone de fusion en vision intermédiaire, grâce à ce gain de profondeur de champ, donc en vision intermédiaire. On le voit sur le schéma qui est là. Donc, je me suis intéressé particulièrement à l'implant Zoé et je vais vous rapporter les résultats donc sur une centaine d'yeux, 50 patients, dont les résultats ont été récoltés en vision de loin, vision intermédiaire, vision de près à 33 cm. Ces patients ont eu une courbe de défocalisation monoculaire et binoculaire pour certains d'entre eux. Voilà, donc 50 patients qui ont été opérés entre 2023 et 2025. Alors la première chose, c'est que la précision réfractive est excellente, puisqu'il y a 87% des patients qui sont bien dans la cible à plus ou moins 0,50 dioptrie de ce qu'on ciblait. Le deuxième point, c'est que l'étude de courbe de défocalisation le fait bien rentrer dans la classification des implants monofocaux plus, avec une plage totale qui est plus large que la plage négative, mais c'est la plage négative qui définit en fait cette caractéristique de monofocal plus. Donc là, elle est de 1,22 dioptrie. Et ce qui est intéressant aussi qu'on observe la courbe, c'est qu'en fait, elle est assez symétrique entre le plus et le moins, et que donc ça explique pourquoi l'implant Zoé tolère bien une cible négative, puisqu'on le voit en fait pour un patient pour lequel la courbe en vert est assez large, même sur le côté positif, on peut se permettre de cibler légèrement en négatif sans dégrader la vision de loin et en gagnant en profondeur de champ. Donc l'implant Zoé est un implant qui doit être ciblé sur les premières valeurs négatives entre 0 et moins 0,25 pour prendre tout son intérêt. Le deuxième point intéressant quand on analyse les résultats, c'est que bon, donc on rentre bien dans les monofocaux plus, mais il y a quand même une variabilité importante de la profondeur de champ obtenue, et on s'est intéressé à voir s'il était possible de prédire en fait de meilleurs candidats que d'autres en analysant l'ensemble des éléments que je vous montre en bas. L'âge, le genre, la kératométrie, la profondeur de champ, la longueur axiale, la puissance de l'implant utilisé, la réfraction cible, les aberrations sphériques bien sûr, la taille de la pupille, le facteur Q. Et curieusement, il n'y a que le facteur Q qui apparaît comme un facteur prédictif d'un bon répondeur, c'est-à-dire d'un patient qui aura une profondeur de champ importante avec l'implantation d'un Zoé. Cela est un peu contre... Enfin, c'est un peu une surprise. On pourrait s'attendre à ce que les résultats soient en rapport avec les aberrations sphériques et la pupillométrie. On a analysé ces éléments de manière individuelle et probablement l'approche qui est proposée par Stern et Gatinel d'une analyse liant à la fois l'interaction de la taille de la pupille et l'aberration sphérique permettrait de prédire de manière plus précise en fait les meilleurs répondeurs et permettrait peut-être de choisir avec plus de précision la réfraction cible pour ces patients. J'ai d'ailleurs partagé mes données avec Benjamin Stern et il y a une étude qui est en cours en fait sur la prédictibilité de l'effet obtenu avec l'application qu'il propose maintenant, qui s'appelle IOL-CI. On a des résultats positifs qu'on pourra présenter assez prochainement, qui sont intéressants parce qu'ils vont permettre de mieux établir la stratégie réfractive pour ces patients opérés avec l'implant Zoé. Le deuxième point important concernant la prédictibilité, c'est que le résultat obtenu sur le premier œil est reproductible sur le deuxième. C'est-à-dire que si on obtient une bonne profondeur de champ sur le premier, on sait que sur le deuxième, on aura la même chose. Donc ça permet d'ores et déjà d'avoir une stratégie de traitement quand on utilise l'implant Zoé. Je propose de commencer par l'œil amétropisé. Si ces patients ont un facteur Q assez négatif, on peut penser que ce soit des bons répondeurs et on peut cibler sans hésiter une valeur, une réfraction cible aux alentours de moins 0,25. Et je revois mes patients au bout d'une semaine et en fonction du résultat obtenu, je vais cibler la target du deuxième œil en utilisant le plus souvent une monovision avec une puissance adaptée à l'acuité visuelle non corrigée du premier œil et la puissance de la DOF obtenue sur le premier œil. Donc, quand on regarde les résultats, sur les 49 yeux ciblés en hémétropie, on a bien ciblé une première valeur négative en moyenne à moins 0,19, avec d'excellents résultats en visuel de loin, puisqu'il y a 80% des patients qui ont plus de 0,1 logmar, et 100% des patients qui ont 10 dixièmes d'acuité visuelle avec correction, ce qui évoque bien qu'il n'y a pas de perte de meilleure acuité visuelle corrigée avec ce type d'implant, ça ne dégrade pas la qualité de vision.
En vision intermédiaire, les résultats sont excellents, avec 40% des patients qui ont une vision intermédiaire fonctionnelle. Et en vision de près, le résultat est bien sûr moins bon, hein, puisque c'est des yeux qui sont ciblés en vision de loin. Et on a quand même 16% des patients qui ont P3 à P4, donc ce qui est expliqué par le caractère monofocal plus et par le fait que on cible des valeurs négatives en moyenne à moins 0,20. Donc on a quand même un résultat qui est meilleur qu'un implant monofocal traditionnel. Les symptômes visuels rapportés sont comparables à ceux d'un implant monofocal traditionnel. Et lorsqu'on opère le deuxième œil, donc là, ça reprend tous les patients que j'ai opérés, les 49 patients. Les premiers, j'étais un peu fébrile sur l'utilisation de la monovision et petit à petit, je l'ai démocratisé. Au total, l'anisométropie moyenne pour l'ensemble du groupe est de 0,6 dioptrie, donc avec un œil ciblé à 0 et l'autre en moyenne à moins 0,60. On obtient d'excellents résultats avec en moyenne une vision de loin à quasiment 90% des patients qui ont plus de 8 à 9 dixièmes. Les 2 tiers des patients qui portent pas de vision de lunettes en vision intermédiaire et quasiment 50% des patients qui ont entre P3 et P4 à 40 cm. Donc, c'est des patients qui ont une vision passe-partout, c'est-à-dire qui arrivent à se déplacer sans lunettes dans la vie courante. Et c'est ce que je leur dis maintenant quand je leur propose un implant un peu passe-partout qui leur permettra d'évoluer sans lunettes dans la vie courante, mais ils ont quand même une paire de lunettes, surtout pour la vision de près. Donc, on met pas une pression importante sur le résultat, mais il y a quand même une grande satisfaction de patients avec, je dirais, quasiment 60% des patients qui ne portent quasiment jamais de lunettes, sauf pour des efforts prolongés, notamment en vision de près, et un niveau de satisfaction qui est excellent. Ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les groupes un peu plus extrêmes, donc des patients qui n'ont pas eu du tout de monovision à ceux qui ont une monovision la plus forte, c'est-à-dire aux alentours de 1 dioptrie, on remarque qu'entre ces deux groupes, il n'y a pas de différence d'acuité visuelle de loin. Et en revanche, il y a une amélioration significative de la vision intermédiaire et de près. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la monovision pour ces patients, puisqu'on voit que ça ne détériore pas la vision de près et ça améliore la satisfaction et les performances visuelles en vision intermédiaire et de près. Donc, il faut vraiment pas hésiter à utiliser la monovision. Donc, en conclusion, pour finir sur l'implant Zoé, pour moi, c'est devenu mon nouveau standard de la chirurgie de la cataracte non premium. Elle permet de compenser la presbytie de manière non premium et sans mettre beaucoup de pression. On peut arriver à des résultats qui sont excellents. Une publication est en cours et je serai heureux de pouvoir la présenter prochainement. Il faut retenir donc que l'utilisation de la monovision est optimale avec ce type d'implant. Il y a une stratégie de traitement que je propose qui me semble tout à fait efficiente. Donc, commencer par l'œil amétropisé, adapter la réfraction cible du deuxième œil en fonction de la profondeur de champ obtenue et de l'acuité visuelle de loin non corrigée. Et il est important de noter que, à mon avis, le caractère premium à l'avenir, ce ne sera pas trop sur le choix de l'implant, hein, qui est classé dans les implants non premium, et surtout peut-être sur l'évaluation préopératoire qui pourrait l'être, notamment en utilisant des applications de prédiction du résultat qui pourraient cibler de manière vraiment optimale la réfraction cible pour améliorer au mieux la compensation de la presbytie avec ce type d'implant. C'est intéressant de voir que pour les patients chez qui on a fait des courbes de défocalisation binoculaires sans correction, on arrive à des plages de vision fonctionnelle assez étendues sur plus de 2 dioptries qui pourraient venir concurrencer en fait des courbes de défocalisation d'implants premium. Donc l'utilisation de l'implant Zoé monofocal plus de manière optimisée pour la monovision, en fait, offre vraiment une solution très performante pour la correction de la presbytie et qui pourrait venir peut-être concurrencer certains implants premium avec peu de risque d'effet photique et une sélection des patients qui est quand même assez simple. J'ai la personne qui m'a formé, le Dr Proust, qui maintenant travaille avec moi. Et la dernière fois, il me voit, il me fait, c'est quoi ces nouveaux implants multifocaux Zoé? Tout ça pour dire que l'utilisation des Zoé en monovision peut donner d'excellents résultats, hein. Et il ne faut pas hésiter à le proposer. Voilà. Donc, j'en viens à parler des implants maintenant premium et du Max Vision. Donc, les premiers implants premium étaient les implants bifocaux avec des problèmes de vision intermédiaire. Après, aujourd'hui, on est encore à l'heure des implants trifocaux, donc pour lequel le problème de la vision intermédiaire est quand même bien réglé, mais avec des effets photiques quand même importants, notamment avec les implants trifocaux, pour lesquels il y a une déperdition lumineuse importante. Il a d'ailleurs été prouvé que
Certains effets secondaires sont plus marqués avec les implants trifocaux qu'avec les implants bifocaux. Et aujourd'hui, on voit fleurir une nouvelle génération d'implants qu'on appelle continu, avec une amélioration et des innovations optiques qui permettent non seulement d'améliorer encore la profondeur de champ, sa continuité, mais aussi qui tentent de réduire les effets secondaires, la déperdition lumineuse et les effets photiques. Alors dans cette catégorie d'implants, on va parler du Max Vision. Donc c'est un implant qui offre une solution originale qui va combiner à la fois donc sur la face antérieure l'optique de l'implant Zoé dont on vient de parler, donc une modulation de la spécialité, une augmentation de la profondeur de champ pour la vision intermédiaire, et sur la face postérieure un traitement diffractif bifocal, donc pour lequel il y a moins de déperdition lumineuse que pour un implant trifocal. Et l'association des deux permet d'avoir non seulement une profondeur de champ intéressante et fonctionnelle de l'infini jusqu'à 33 cm, mais aussi un caractère continu de la courbe de défocalisation avec une vision intermédiaire qui est très bien maintenue grâce à la combinaison de la profondeur de champ de l'optique Zoé et du caractère bifocal de la face postérieure de l'implant. À noter que ces optiques bifocales sont des optiques diffractives de nouvelle génération, avec des bords arrondis pour lesquels les effets photiques sont assez réduits. Donc l'implant est disponible depuis maintenant 1 an et demi. J'ai présenté les premiers résultats à l'ESCRS en septembre 2025 qui sont tout à fait prometteurs, retrouvant d'excellents résultats visuels en vision de loin, de près et intermédiaire. Une courbe de défocalisation qui s'approche d'une courbe de défocalisation continue et des effets secondaires qui sont à comparer à des trifocaux pour aller plus loin dans la discussion. On établit également une vision une sensibilité au contraste pour voir s'il y a un intérêt à ce type d'optique par rapport aux compétences en faible luminance. Ça sera l'objet d'une prochaine communication à l'ESRS en 2026 et avec des résultats à la Saphir aussi. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà par rapport à ce que je peux pas vous présenter complètement encore, c'est que c'est bien un implant à vision continue. Il y a une réduction des effets photiques par rapport aux implants trifocaux et on note une amélioration des performances en conditions de basse luminance par rapport aux implants trifocales traditionnels pour lesquels il y a une déperdition lumineuse plus importante. Là, je peux vous montrer déjà une courbe qui compare un implant trifocal traditionnel en jaune par rapport à l'implant Max Vision. On voit que la défocalisation est plus intéressante. Pour les gens qui veulent se lancer sur le Max Vision, là, j'ai pas donné beaucoup d'éléments sur les stratégies de traitement et de ciblage réfractif. Donc, pour les gens qui sont intéressés, je suis à leur disposition pour en discuter. Il y a quelques petites astuces à savoir pour vraiment bien débuter. Et d'ailleurs, dans les résultats que vous avez vus, que j'ai présenté à la ECRS, il y a un taux de satisfaction qui est pas excellent parce que sur les premiers patients, j'ai été exposé à quelques imprécisions réfractives que j'ai maintenant résolues. Et maintenant que j'ai résolu ce problème, je suis vraiment très satisfait des résultats. Donc, pour ceux qui veulent échanger, je suis disponible. Voilà, donc pour conclure, j'aimerais vous dire que la chirurgie de la cataracte, pour moi, aujourd'hui, il faut compenser la presbytie, ou au moins en parler, parce que sinon, on peut s'exposer à la déception des patients qui, aujourd'hui, de plus en plus pensent qu'une fois opéré, on ne porte plus de lunettes. On a des possibilités de manière standard et non premium avec des implants monofocaux plus, comme l'implant Zoé dont je viens de vous parler, et pour lequel je propose une stratégie qui est intéressante, pour lequel à l'avenir, peut-être, grâce à l'implication AIOL SCI, on pourra encore aller un peu plus loin dans la prédiction de ce qu'on peut faire, et des implants de nouvelle génération comme l'implant Max Vision, qui permet aujourd'hui de repousser encore un peu les limites de ce que faisaient les trifocaux jusqu'à présent. Et je finirai sur le fait que aujourd'hui, il manque dans l'offre d'Ophthalmoplo un implant et d'offre réfractif tel qu'un peu le propose le Pursi pour avoir une offre vraiment complète. Ça serait intéressant de voir quel sera le modèle économique proposé pour ce type d'implant que je trouve un peu coûteux pour l'implant Pursi pour le proposer par rapport à un implant FROF de dernière génération. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions si vous en avez. C'est
encore un début d'utilisation. J'ai pas encore beaucoup d'expérience à rapporter. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux Zoé, et j'ai tenté de l'utiliser aussi pour le Plursi. Actuellement, il y a une limite sur l'application est pas complètement aboutie, hein, c'est ce que je disais. Et en fait, il y a que deux tailles de pupilles qui sont proposées pour la simulation, ce qui est pas suffisant en fait pour l'utiliser encore en pratique courante. Je pense que l'évolution ira dans ce sens-là pour pouvoir vraiment personnaliser en fait la simulation qui est proposée par IOL LCI. Ben, mes patients ont tous systématiquement soit un pentacam, soit un CASIA, donc qui propose une analyse aberrométrique. C'est pas une aberrométrie directe, hein, c'est une reconstruction. Et du coup, oui, il y a une possibilité d'avoir des éléments sur sur l'aberration cornéenne. De manière générale, les patients qui ont eu un presbyasique sont pas des bons candidats pour une implantation multifocale. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est plutôt pas une bonne indication, mais c'est vrai que du coup, parmi les implants multifocaux, ça serait peut-être pas le bon parce qu'il va rajouter de l'aberration sclérique négative à un patient qui en a déjà beaucoup, donc on risquerait d'avoir un effet délétère. Donc en effet, le Max Vision, à mon avis, n'est pas recommandé chez des gens qui ont déjà eu un presbylasique ou un lasique hypermétropique. Oui, bah après, il faut prendre toutes les précautions, mais voilà, c'est vrai que la notion dominante, c'est qu'il faut être très précautionneux chez les gens qui ont déjà eu une chirurgie réfractive lorsqu'on propose Ah un bah implant c'est sûr. multifocal. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, avec tous les éléments de prédiction comme IOL SCI ou de simulation comme le masque Two Eyes Vision, je pense qu'on va pouvoir repousser encore les indications et être plus serein. Allez, bonsoir à tous. Alors, merci Victor de nous avoir invités à parler avec Pierre Lévy et moi-même. Nous avons présenté une petite présentation sur les ICL du premier cas jusqu'aux situations frontières. On a partagé l'expérience que Pierre a dans le domaine et ma jeune expérience à moi qui vient juste de débuter cette année. Donc, ICL, on peut dire que c'est une technologie qui est mature, mais avec une pratique en évolution, notamment sur les calculs, le sizing et ce genre de paramètres. Donc, entre l'expérience historique et une nouvelle génération de chirurgiens. Alors, pourquoi parler d'ICL aujourd'hui? Parce qu'on assiste globalement à une explosion du marché de la chirurgie réfractive avec une augmentation croissante. On pense que d'ici 2050, il n'y aura plus de la population mondiale qui sera myope. La moitié. On voit une évolution des indications en chirurgie réfractive. Et c'est une technologie qui est mature, mais comme je disais, en pratique, qui est toujours en évolution. Et on va profiter de ce topo pour vous parler de l'expérience partagée entre Pierre et moi. Donc, me concernant, comment gérer les difficultés du début et se former? Il y a une forte demande de patients et c'est une alternative qui est très intéressante, notamment au LASIK et au SMILE dans le cas des myopies fortes ou des patients qui ont des contre-indications à la chirurgie par laser sur la cornée. Donc, on a des résultats qui sont globalement très prédictibles et une chirurgie qui est réversible. Et pourtant, actuellement, il existe encore une barrière psychologique, notamment du fait de faire une chirurgie intraoculaire chez des patients sains et jeunes. Donc une chirurgie qui est notamment plus récente. Donc les étapes de la formation, pour ma part, ça a été globalement de se former pour commencer. Donc j'ai dû faire des articles, parce que c'est ce que disait la bibliographie sur les implants FAC. Donc l'analyse des biométries, l'évaluation du sizing et les indications opératoires. Donc, en pratique, moi, je suis quand même surtout allé en cabinet directement avec Pierre pour voir comment il posait ses indications. Et ça m'a permis ensuite de le suivre et de voir au bloc, et du coup, quand même un bon volume d'ICL. Et grâce à sa gentillesse, ça m'a permis notamment surtout de préparer et de plier mes premiers implants directement au bloc sous contrôle du doyen. Et donc, dans mes souvenirs, ça s'était globalement plutôt bien placé parce que c'est un peu stressant du coup quand on nous l'implant et qu'on donne un chirurgien pour savoir si l'implant va bien sortir ou pas. Et ça s'était plutôt bien passé. Donc, je vous ai une petite vidéo. Bon, le pliage d'implant, ils vous l'apprennent avec Ofta France. Ça s'apprend plutôt bien. J'ai trouvé en tout cas que
La courbe de progression sur ce geste était plutôt agréable. Et ensuite, je suis monté à Paris faire un wet lab. C'est là que j'ai pu rencontrer Clémence. Et donc, j'ai posé mes premiers ICL sur des yeux artificiels et un œil de cochon aussi. Ça, c'était plutôt bien. Ça a permis surtout de prendre un peu ces marques en chambre antérieure avec l'implant au-dessus du cristallin. Bon, même si ça reste des wet labs et c'est pas forcément représentatif de ce qu'on aura le jour J, mais et ensuite, il a fallu recruter les premiers cas, donc à savoir essayer de prendre un premier cas qui est plutôt facile, à savoir une myopie forte, une chambre antérieure plutôt profonde et une anatomie facile. Donc plutôt une myopie supérieure à -8 si on peut. Une chambre antérieure, alors le cutoff il est à 2,8 mm, mais si on commence à plus de 3 mm, c'est quand même pas mal pour avoir un peu de place pour opérer. Les blancs à blancs plutôt standard. Un patient calme avec une topo plutôt normale, ouais, une absence d'astigmatisme complexe. Donc ça, par exemple, ça c'était mon premier cas. Elle était myope de -8,50 sur l'œil droit et de -14 sur son œil gauche. Elle avait une chambre antérieure qui était assez profonde, on peut voir 3,5 là sur la diapo en bas, à droite. Ça, c'est son autre œil. Donc, j'ai pas trouvé à me battre parce qu'elle arrivait en disant je veux me faire opérer. C'était pour le recrutement assez facile. Au niveau de la chambre antérieure, on avait des angles qui étaient largement ouverts, une flèche cristallinienne qui n'est pas importante. Et donc, au début, il vaut mieux éviter les patients qui sont hypermétropes, les chambres antérieures qui sont un petit peu limites, même limite, en dessous du critère de 2,8 mm, les astigmatismes élevés ou irréguliers complexes, les patients très anxieux. Donc, les principales difficultés du début. Alors, il y a 4 moments qui sont particulièrement stressants pour nous. Finalement, ça a été l'injection et le déploiement de la lentille. Donc, ça, c'est la vidéo originale de mon premier ICL, Philippe Népatière. Du coup, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, forcément. Parce que l'implant, comme on peut voir sur la vidéo, commence à prendre un virage un petit peu sur la droite. La qualité de la vidéo. Donc, on ne panique pas. J'ai fini par prendre le micro-manipulateur pour essayer de lui rabattre un petit peu l'implant, pour essayer de le remettre droit quelques autres angles. Je les conseille à viser de pierre. Bon, voilà, j'essaie de me le ramener un petit peu pour voir s'il se déplie un peu mieux, parce que là, je ne vois pas bien comment il est enroulé, en fait, et même dans quel sens il est en train de se déplier. Et puis, bon, voilà, Pierre me dit, balance tout, on verra comment ça sort. Et il se trouve que c'est sorti nickel. Ça s'est très bien passé, Nicolas. Ouais, ça s'est très bien passé. Hein. Et je pense qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore, je suis pas très, très serein. Là, ça va mieux, là. Ouais, tout le monde. Victor aussi, s'est détendu après ça. Bon, voilà. Ensuite, les autres moments qui étaient un peu plus récents, mais ça s'est plutôt bien passé, le positionnement des aptiques et le lavage du visqueux. Bon, je dis ça, mais le deuxième patient que j'ai fait, il n'était pas très bien dilaté. Le positionnement des aptiques, ça a été très compliqué. On a pupille resserrée pour réussir à passer les aptiques de l'implant sous l'iris, ça n'a pas été évident. Il ne faut pas hésiter à l'air dilater éventuellement. Je me suis rendu compte un peu trop tard, on avait déjà mis le visqueux. Donc au niveau des astuces, alors, elles me viennent surtout de Pierre, hein, globalement. Mais alors, ça a été déjà au niveau des contre-incisions. Essayer de faire sa contre-incision, alors nous c'est celle du bas ici, assez loin de l'incision principale, en tout cas avec un petit peu de distance pour avoir assez de longueur avec le micro-manipulateur pour pouvoir ensuite aller mettre les aptiques qui sont distales sans être trop gêné. Nous, on fait des contre-incisions assez larges pour pouvoir rentrer les sondes d'irrigation et d'aspiration. Voilà, une incision principale qui est plutôt bien centrée. On le fait avec un couteau de 2,75, je crois, qu'on élargit un petit peu en sortant. Alors l'injection, du coup, plutôt en berge. J'ai essayé de faire en chambre antérieure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience. J'ai moins aimé. J'avançais en même temps que j'injectais avec l'injecteur, en fait. Je me suis retrouvé un peu embuté dans l'angle à devoir finir l'injection en reculant l'injecteur. Donc je trouve qu'en berge, finalement, ça se faisait plutôt bien. Alors il faut quand même tenir un petit peu son œil. Nous, on attrape la cornée en général avec une pince de bonne. Et il faut pouvoir avoir le poignet libre pour bien contrôler la rotation pendant que l'implant sort, pour faire en sorte qu'il se déploie dans le bon sens.
Nous, on fait d'abord un lavage à la monomanuelle et ensuite, on aime bien faire un lavage en bimanuel. Ça nous permet d'essayer de passer un petit peu sous l'implant et de bien laver tout le visqueux au maximum. Diminuer les risques d'hypertonie en post-opératoire. Et ça, alors bon, ça, c'est pas du tout consensuel. Nous, on le fait. On met un point de cornée à la fin de la chirurgie. Ça permet de nous déstresser, éventuellement d'éviter quelques complications. On ne sait pas combien, on ne sait pas dans quelle proportion. Mais sur une incision de 2,8 mm, on est plus rassuré avec à avoir un point. Et si je dis pas de bêtises, Jean-Pierre m'a dit qu'on était peut-être un petit peu moins astigmatogène aussi, bien que sur les résultats réfractifs, globalement, on n'est quand même pas trop de soucis. Hein. Bon, voilà. Donc, ma courbe d'apprentissage personnel, il m'a fallu, je pense, 3-4 chirurgies avant de commencer déjà à être un peu plus à l'aise, deux ou trois patients, je dirais. Les principales difficultés que j'ai eues, rotation de l'implant, il y a un torique que j'ai eu énormément de mal à faire tourner. Alors, j'avais pas fait de 2 contre-incisions, j'avais qu'une seule contre-incision. Une fois qu'on a lavé le visqueux, il faut essayer de positionner les aptiques distales sans vider l'œil sur une chambre antérieure qui n'est pas toujours très grande, c'est vraiment pas évident. Donc, j'ai déjà eu des difficultés sur ça. Sur le vaulting, j'ai eu une surprise pour l'instant en post-opératoire de vaulting, mais pour l'instant, c'est impatient. Et changement d'implant, alors pas per-op, entre deux jeux pour l'instant. Une réfraction qui n'est pas bien sortie, où j'avais pas assez brouillé. Je visais un peu de myopie résiduelle, elle allait pas avoir la myopie résiduelle sur le deuxième œil. Donc j'ai fait une commande supplémentaire d'implant. Et sinon, en dehors de ces 3 petites difficultés, ils se sont globalement tous bien passés jusqu'à présent. Donc, ça nous permet de vous présenter globalement les indications qui sont indiscutables. Donc, le patient idéal, c'est le patient qui a une myopie forte, supérieure à moins 8 dioptries en général, associé à une cornée, une pâquille fine en dessous de 500, 480, une topographie qui sera plutôt normale, avec une chambre antérieure profonde, et un patient plutôt jeune, de préférence. Donc, nous, au cabinet, on préfère l'ICL au laser sur ce genre de réfraction. Moins 11,25. Alors, on en a vu encore il n'y a pas longtemps, ceux qui ont eu un LASIK de moins 10, qui commencent à voir qu'il y a la cornée qui bouge un peu 10 ans après. On sait qu'avec les ICL, on risque pas grand-chose sur ça. Donc, ça, je pense que c'était mon deuxième ICL. Moins 11,25 et moins 3 d'astigmatisme et moins 9,50 avec moins 2,25. Donc, les myopies fortes. Les patients qui ont des pâquilles fines, on voit ici à 480, 473 et 476, sur lesquels on n'a pas vraiment envie de faire de chirurgie laser. Et les patients qui ont des qualités de vision qui sont déjà assez altérées avant une chirurgie, avec des myopies fortes également ou des pâquilles fines, ce qui nous permet de gagner une qualité de vision optimale en post-opératoire. On voit ici qu'il y a un PSF qui est quand même assez altéré en préopératoire sur le bilan. Donc voilà, ça c'est la topo de la première patiente que j'ai faite. Je vous dis, elle avait moins 8 à droite et moins 14 sur son œil gauche. Alors je l'ai revue par hasard aujourd'hui, ça fait pile poil 1 an. Elle allait très bien jusqu'à il y a 3 mois. Là, elle a juste refait une petite dioptrie de myopie sur un de ses 2 yeux dans les suites d'une chirurgie du strabisme avec Éric Laurent. Je ne sais pas si c'est la chirurgie qui a changé quelque chose, mais pendant 9 mois en tout cas, elle a été parfaite. Et là, aujourd'hui, elle le revoit un petit peu flou sur son œil qui était à moins 14. Elle a moins une dioptrie et il se trouve que c'était son œil dominant. Donc, elle le supporte très mal. Bon, l'avantage, c'est qu'en n'ayant pas touché la cornée et avec la topo, alors ça, c'est l'œil gauche. Je pense que ça va être facilement faisable de lui refaire par-dessus une petite PKR ou de faire une correction supplémentaire réfractive parce qu'on n'a absolument pas touché à sa cornée pour l'instant et qu'on a la place et la pâquille pour corriger, faire une correction supplémentaire. Donc, les avantages clés de l'ICL, c'est qu'on ne réalise pas d'ablation cornéenne. Donc, c'est une chirurgie qu'on dit réversible et qui permet d'avoir une qualité de vision et optique excellente en post-opératoire. La réversibilité de la chirurgie avec la possibilité d'enlever l'implant si ça ne se passe pas bien, si y a un problème avec le patient, et la stabilité réfractive en général, même si là, dans le cas pour la première patiente, pas de chance, ça n'a pas forcément bien obtenu. Les résultats réfractifs, on a une très bonne prédictibilité réfractive sur cette chirurgie. Moi, franchement, je suis impressionné à chaque fois. Je stresse moins maintenant pour les réfractions post-op d'ICL que de LASIK ou de PKR. Je trouve que ils ont tous des réfractions. Il doit y avoir une forme de tolérance réfractive en post-opératoire dans l'ICL, qui a peut-être moins dans les chirurgies cornéennes. Il y a 80-90% des patients qui ont plus ou moins 0,5 dioptrie
en post-opératoire et on monte à 95% si on élargit à une dioptrie. L'acuité visuelle corrigée, elle atteint dans 80-90% une acuité visuelle de 10 dixièmes. Et il n'est pas du tout rare, nous, en consultation, qu'on arrive même à améliorer l'acuité visuelle des patients, qui gagnent 1, 2, voire même 3 lignes d'acuité visuelle, c'est déjà vu. On a une très bonne qualité visuelle, globalement. J'ai encore fait un patient il n'y a pas longtemps, quand on leur fait un ICL sur un œil et un LASIK sur l'autre, ça arrive régulièrement. Globalement, ils nous disent tous qu'ils préfèrent le côté où il y a l'ICL. Notamment pour ces raisons de qualité optique et de peu d'aberrations optiques qui sont induites, la présence d'un bon contraste. Et on a une bonne stabilité à long terme. Nous, on en suit beaucoup au cabinet, Pierre en a mis énormément, on est quand même assez tranquille sur les suivis d'ICL. Pas une activité qui a été particulièrement difficile à reprendre en passant après Pierre. Donc on a une bonne stabilité réfractive et moi j'en ai pas vu pour l'instant d'ectasie cornéenne dans la suite de la chirurgie. Correction réversible. Donc ça c'était pour les cas qui sont, on va dire, standards, classiques. Et ensuite il y a des indications qui sont un petit peu plus limites. On peut se poser la question entre la réalisation d'un LASIK, d'un SMILE ou d'un ICL. Et je vais passer du coup la parole à Pierre pour vous parler des indications un peu plus complexes. Voilà, je vais vous parler des formes frontières entre l'ICL et le LASIK, c'est-à-dire en fait des patients qui sont à la fois éligibles au LASIK et à la fois éligibles à l'ICL et pour lesquels on peut se poser des questions. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important quand on fait la chirurgie réfractive de savoir faire à la fois du LASIK et de l'ICL parce que ça permet d'être le plus safe possible par rapport à des indications qui peuvent être limites. Donc, comme l'a dit Nicolas, la plupart des indications des implants fax sont tout à fait indiscutables. On va pas revenir là-dessus. Il n'y a pas de règle établie. Ce qu'il faut, c'est avoir le meilleur compromis possible entre l'efficacité et la sécurité. Et l'analyse de la situation doit être au cas par cas, exhaustive et surtout justifiable. C'est toujours difficile d'expliquer à un patient qui est éligible à un LASIK qu'en fait, on préfère lui une solution qui est peut-être plus onéreuse, plus stressante intellectuellement, mais qui semble donner plus d'éléments de sécurité. Donc, le but de la présentation, c'est de vous montrer que dans certains cas qui sont habituellement traités par LASIK, l'implantation par ICL a des avantages potentiels. Il n'y a pas de vérité absolue, le meilleur résultat possible avec le moins de risques et d'effets secondaires potentiels est notre credo. Donc il faut prendre des éléments, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, le mode de vie du patient, sa motivation, sa réfraction, la kératométrie préopératoire et la post-opératoire prévisible, c'est-à-dire le delta de kératométrie, qui sont des choses qui sont importantes en termes d'aberration optique induite, la topographie cornéenne initiale, la bérométrie cornéenne pré-op, voire la bérométrie cornéenne totale, mais j'utilise beaucoup la bérométrie cornéenne, la pupillométrie scotopique, qui était quelque chose d'extrêmement important, le bilan de sécheresse oculaire, ça sont tous les critères qui peuvent faire pencher vers l'une ou l'autre solution. Donc, je vais vous présenter simplement quelques cas cliniques qui permettent, où j'ai décidé de faire plutôt un ICL plutôt qu'un LASIK, chez des gens qui étaient éligibles aux deux techniques. Voilà une de nos consoeurs, 27 ans, qui avait une très bonne tolérance aux lentilles, un bilan topographique et abérométrique strictement normal, un Schirmer, une évaluation de la phase aqueuse tout à fait normale, un MGE complètement anormal et Polypiflow, une atrophie de grade 3. Donc, vous voyez qu'elle a pratiquement plus de glandes de mébomus. Donc, pour moi, la présence d'un syndrome SEC préopératoire constitue le principal facteur de risque de développer un syndrome SEC post-opératoire après LASIK. Ça a été publié maintes fois. Et le syndrome SEC post-opératoire est la complication la plus fréquente de la chirurgie réfractive au laser. Que ça soit par LASIK, c'est encore plus vrai qu'à Ampécaire. Et peut-être plus vrai qu'en SMILE, mais ça peut être controversé. Et en tout cas, c'est la cause majeure d'insatisfaction après chirurgie réfractive au laser. Donc, dans ce cas-là, cette patiente, pour moi, c'est une contre-indication absolue à une chirurgie réfractive par laser. Et je pense qu'il est préférable
de lui mettre un implant phaque plutôt qu'elle continue à porter ses lentilles qui sont, comme vous le savez, un facteur d'aggravation de l'atrophie des glandes de mébomus par déficit de clignement. Le cas numéro 2, c'est une patiente de 37 ans, intolérante aux lentilles, une myopie tout à fait banale, une topographie suspecte connue depuis plusieurs années sans évolution, pas de frottement mécanique. Voilà, c'est donc une cornée qui est pas forcément rassurante. On peut se poser la question d'une PKR, mais il y a quand même une incertitude potentielle à faire un laser. Et donc, dans ces cas-là, je préfère largement faire soit une PKR extra si éventuellement il s'agit d'une patiente dont l'équivalent sphérique est faible, soit alors dans ce cas-là, un plan phaque qui permet de ne pas toucher à la stabilité cornéenne et de ne pas mettre le patient en danger dans le futur. Cas numéro 3, moins 775, moins 850, intolérante aux lentilles, bilan de surface normal, pachymétrie suffisante pour un LASIK avec respect des critères de sécurité. Donc, patiente, vous voyez, qui a une cornée à 595, on a un mur postérieur en simulation qui est supérieur à 250 et un PTA qui est inférieur à 40%. Mais cette patiente, vous voyez, a des aberrométries, a une très mauvaise qualité de vision, a des aberrométries cornéennes préopératoires qui sont relativement importantes et surtout, et en plus, je veux dire, une pupillométrie scotopique qui est très importante à 8,7. Donc ça, ce sont des facteurs de très mauvais pronostic sur la qualité de vision, pas sur le quantitatif, mais uniquement sur le qualitatif. Et quand on voit des cas comme ça, et sur une myopie qui va être de moins 8, dont la chirurgie par laser va être génératrice d'aberrations optiques d'ordre élevé de façon importante, je pense que c'est une très mauvaise idée que d'aller lui faire un LASIK. Et dans ce cas-là, il vaut vraiment beaucoup mieux faire un implant phaque qui lui permettra de ne pas aggraver sa qualité de vision qui est déjà assez mauvaise. Patient de 35 ans, 5,75, 5,50, intolérante aux lentilles, bilan topographique compatible avec un LASIK hypermétrophique, bilan de surface, déficit aqueux léger, voilà. Cette patiente a une kératométrie moyenne qui est déjà à 46. Vous voyez qu'elle avait une hypermétropie de 5,75, 5,50, elle est déjà à 46. Elle a des aberrations optiques d'ordre élevé qui sont des HOA qui sont à 0,60 en cornéen, avec surtout des aberrations sphériques plus que de la coma. Elle a une chambre antérieure qui est relativement rare chez un hypermétrope qui est compatible avec un implant phaque. Donc c'est une patiente qui a une kératométrie préopératoire déjà cambrée à 46 dioptries. On va l'amener à 51 si on l'opère au laser. Elle a un risque de syndrome de l'apex cornéen. Elle a déjà beaucoup d'aberrations optiques. On va créer encore plus d'aberrations sphériques. Donc, c'est difficile de lui proposer un laser avec sécurité. Elle a une profondeur de chambre qui est compatible avec un ICL. Donc, je pense que c'est pour elle une meilleure solution d'avoir un implant phaque en termes de qualité de vision. Patiente de 28 ans, moins 6,50, moins 7,25. Tout est normal. Elle supporte plus très bien ses lentilles. Elle a une pachy à 503, une réfraction à moins 7,25, une pupilloscotopique à 7 mm. Si on fait un traitement, simulation de traitement en asphérique avec une zone optique de 7, puisqu'elle a quand même une pupillométrie scotopique qui est très élevée. Donc, si on fait une simulation, alors on est dans les choux complets, on a un PTA à 49,20%, donc on s'abstient. Alors, une attitude qui est rencontrée de temps à autre, je vois parfois des patients, et je pense que ça pourra vous être reproché. Au moins, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas courir de risque aux patients, c'est de dire, écoutez, je peux vous opérer pour vous diminuer l'épaisseur de vos verres, etc. De toute façon, vous supportez déjà plus correctement vos lentilles, vous les supporterez encore moins avant, mais vous, au lieu d'avoir du moins 6, moins 8, vous aurez du moins 2, moins 3. Donc, on laisse une myopie résiduelle pour rentrer dans les critères de sécurité. C'est pas optimal parce que le patient risque de savoir un jour qu'il y avait d'autres solutions alternatives qui étaient possibles. Une attitude qui est trop souvent rencontrée et qui, pour moi, représente un risque important pour le patient, c'est de modifier les paramètres de traitement pour faire matcher avec les critères de sécurité. Donc, passer par exemple à un mode de traitement d'épargne tissulaire, mode tissue selling, qui est générateur de plus d'HOA induite, ce qui est pas une bonne chose. Et l'autre solution est aussi de diminuer la taille de la zone optique, ce
qui peut être très délétère en cas sur la qualité de vision, puisque ça va induire des aberrations optiques d'ordre élevé. Vous savez que quand on a une zone optique efficace qui est de taille inférieure à la pupillométrie scotopique, on aggrave très nettement les aberrations optiques préopératoires. Donc, si on fait une simulation de traitement, vous voyez que là, on était dans les choux complets. Si on passe en mode sphérique, avec une zone optique toujours de 7 mm, on est un peu mieux, mais on est quand même dans les choux encore complets, puisqu'on est un PTA à 47. Par contre, si on diminue la zone optique à 6-10, avec un mode tissu saving, on se retrouve avec un PTA à 39-48. Donc, on est dans les critères de sécurité. On a un mur postérieur de 308 microns et on peut être tenté de faire ça. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise chose, parce que faire une zone optique très petite sur une pupille scotopique de 7,2 mm, c'est un risque de mauvaise qualité de vision en cas de LASIK. Car, comme vous le savez, plus on réduit le diamètre de la zone optique par rapport à la taille de la pupille, plus on génère des aberrations optiques d'ordre élevé, notamment des aberrations sphériques. Donc, c'est jamais une bonne chose que de passer d'un mode asphérique à un mode sphérique. C'est jamais une bonne chose de diminuer la taille de la zone optique pour faire matcher avec des critères de sécurité. Et dans ce cas-là, évidemment, je privilégie largement les implants ICL afin de préserver la qualité de vision. Voilà, donc en conclusion, il y a des formes frontières et je pense que la chirurgie réfractive au laser, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'en ai fait quand même beaucoup, mais qu'il y a certains cas où les patients sont éligibles aux deux techniques et où je préfère privilégier l'ICL. Alors après, il faudrait 2 mondes parallèles pour savoir si j'avais fait un LASIK, est-ce que j'aurais eu les mêmes résultats, d'aussi bons résultats qu'avec l'ICL, j'en sais rien. Mais en préopératoire, en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir justifier et de pouvoir expliquer aux patients pourquoi on va préférer mettre un ICL plutôt que de faire un LASIK. Voilà, je vous remercie. Du coup, Nicolas va vous parler de la chose la plus importante, la chose la plus importante en matière d'implant fac. Le sizing. Alors pourquoi c'est crucial? C'est parce qu'il conditionne le volt post-opératoire et de là en découle la sécurité de la chirurgie et notamment les complications post-opératoires, les hypertonies, les cataractes précoces. On peut voir un volting un peu élevé là. Donc les critères de sécurité, il y en a des préopératoires, donc c'est l'acharnement qui est supérieur de 2,8 mm, des angles qui sont supérieurs à 30 degrés. Alors j'avais posé la question à Victor au tout début, mesurer les angles, pas si simple des fois je trouve. On peut essayer de prendre aussi l'angle qui nous arrange, on a envie d'opérer ou pas. C'est déjà de les observer, les mesurer, on oui. n'a jamais mesuré. Avec l'habitude, mais savoir si on se met sur la première crête, si on prend plutôt l'axe de tous les risques, quand ils sont concaves, convexes. Pas si simple de faire les mesures de. En plus, l'angle nasal est toujours différent de l'angle temporal. L'angle supérieur différent de l'angle inférieur. Donc, ouais. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu à contre-indiquer beaucoup de gens à cause des angles. Mais... Puis les comptages endothéliales, ça j'en ai eu. Par contre, des gens qui avaient des comptages diminués que sur un œil d'ailleurs, c'est bizarre. Et les critères de sécurité post-opératoire, c'est le volting. Le volting idéal, il est à 500 microns, entre 400 et 550. On dit que c'est acceptable de 250 à 400 et de 550 à 800. Au-delà, on considère que c'est des volts à risque de complication. Alors, ce n'est pas une complication en tant que telle, c'est un facteur de risque de complication. Alors, les méthodes pour le sizing. Plusieurs méthodes. Le weight-to-weight, la plus utilisée. Ensuite, je vous parlerai du sulcus avec l'UBM. Et ensuite, les nouvelles techniques un peu plus récentes et d'OCT de segments antérieurs. Donc, le weight-to-weight, c'est la méthode la plus utilisée. Elle mesure le diamètre cornéen horizontal et la profondeur de chambre antérieure. Pour ça, on peut le réaliser avec plusieurs appareils différents, voire tous. Donc, les biomètres, les topographes ou les OCT de segments antérieurs. Une fois qu'on a ces 2 valeurs, nous, on utilise ce tableau directement en consultation avec le patient. Ça nous permet déjà de voir assez rapidement si on est sur des zones charnières, c'est-à-dire si on est sur des valeurs qui sont à la limite entre 2 tailles d'implants, ou si on est plutôt sur des valeurs qui nous permettent d'être plus tranquille. Ensuite, il y a le calculateur STAR directement sur lequel on peut commencer à faire le calcul. Alors, il y aura besoin effectivement aussi du blanc à blanc et de la PCA. Et là, le calculateur vous propose directement une longueur, une taille d'implant. Vous pouvez de toute façon toujours modifier en fonction de votre
volonté à la commande. Donc, les principaux avantages du Way to Weigh, c'est que c'est une méthode qui est simple, qui est reproductible et qui est plus facilement disponible. Les limites, c'est que ça ne représente pas forcément la taille du sulcus. En tout cas, le Way to Weigh n'est pas directement corrélé à la taille du sulcus et malgré ça, on a parfois des vols qui sont un petit peu imprévisibles. Donc après, d'autres techniques ont commencé à être utilisées. Ça a été le sulcus to sulcus avec la réalisation d'UBM. Donc sur le papier, des avantages, à savoir qu'on est plus proche de l'anatomie réelle avec une mesure en direct et potentiellement un phasing qui est plus précis. Bon, il se trouve qu'en pratique, c'est un peu compliqué parce que l'examen il est assez opérateur dépendant, qui est plus difficile à avoir et qu'il a une reproductibilité qui est assez variable et qu'il n'y a pas de preuve de supériorité comparée au weight to weight. On sait qu'il y a toujours 20% à peu près des jeux qui ont des voltings qui sont en dehors des critères qu'on considère comme acceptables. Donc, peu importe la technique. Et moi, quand je suis arrivé à Pito, je pense qu'on faisait déjà plus les UBM, mais il n'y a pas si longtemps, je crois que Pierre les faisait encore. Quand Pauline est arrivée, tu faisais encore les UBM. Depuis, elle n'a plus servi là. Donc, les méthodes les plus récentes, c'est les méthodes qui utilisent le CT de segment tailleur. Donc, on peut utiliser le MS39, l'Antérion, le Casia OCT. Qui nous permet des mesures en plus, à savoir par exemple le angle to angle, qui nous permet d'avoir une estimation du sulcus. On peut aussi mesurer la profondeur de champ de tailleur, ça, on a déjà dit. Donc les OCT de segment antérieur, ils ont l'avantage qu'ils sont non contacts, ils sont assez reproductibles et ils permettent une bonne visualisation du segment antérieur. Par contre, voilà, les mêmes limites, ça reste toujours une approximation du sulcus qu'on ne voit pas vraiment et ça reste une méthode indirecte. Donc il y a des fois où le choix de la taille d'un implant il est assez évident parce que ça tombe sur des valeurs qui pointent toutes vers la même taille d'implant et des fois on est entre deux, chaises. Et donc c'est pas toujours évident de décider, notamment sur des cas où la chambre antérieure peut être un peu plus étroite, une grande flèche cristallinienne, si on est sur une taille charnière. Et donc il y a d'autres formules qui nous permettent d'essayer de préciser un petit peu le volting et la taille d'implant qu'on souhaite avoir. Donc il y a eu les NK Formula, version 1 plus une version 2, bon, la formule. Mais... les lassos, qui est une analyse de régression logistique qui prend en compte 11 variables et qui permet une estimation du volt post-opératoire en fonction de la taille de l'ICL que vous choisissez. Voilà. Juste là. Ensuite, ils ont développé le lasso MS39 et la formule de Rousseau qui, elle, est basée sur l'intelligence artificielle. Alors, le lasso MS39, à l'époque, on le faisait aussi sur un fichier Excel qu'on avait nous au cabinet. Maintenant, ça doit faire, je pense, 6 mois. On peut le réaliser directement depuis le MS39. Il y a l'icône qui est en haut, exporté vers ICL Sizer. Donc, dedans, on rentre la réfraction du patient qu'on souhaite opérer, la valeur de l'ICL qu'on a sélectionné potentiellement à implanter. Et le calculateur nous sort les voltings avec la formule de lasso en fonction des différentes tailles et le Rousseau dans la taille sélectionnée. Donc voilà, il y a pas mal de méthodes. En pratique, ce que nous on fait au cabinet, c'est que sur une première consultation, quand on voit le patient, on mesure des blancs à blancs sur plusieurs machines différentes. Donc là, on peut voir ici qu'on a des PCA sur l'ORSCAN. On fait plusieurs mesures, MS39 et avec le biomètre, avec le YOL. À partir de là, on se fixe sur un blanc à blanc et une PCA et on regarde dans le TOF la longueur qui est conseillée par Ofta France. Donc là, par exemple, sur cette conclusion, on peut voir qu'on a un blanc à blanc de 12,1, une chambre antérieure de 3,1. Nous, on aime bien se noter le range entre lesquels on est charnière ou pas. Bon, là, sur ce cas-là, on n'était pas charnière sur un blanc à blanc de 11,7 jusqu'à 12,6. On était à 12,1. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc en pratique, nous on fait toutes les formules. On fait les différentes formules, on regarde les voltings qui sont prédits. Et en fonction des différents voltings qui sont prédits, on décide de partir soit sur un 13,2, un 12,6. Donc ça dépend de chaque patient, ça dépend s'il y a de la toricité aussi, si on compte potentiellement faire tourner l'implant, si c'est un sphérique pur. Donc voilà, donc c'est une aide à la décision, mais ça reste quand même toujours un jeu de pronostic. Hein. Là, par exemple, pour cette patiente-là, j'ai fini par choisir des implants en 12,6 dans la conclusion. Mais c'est
une science du coup qui reste assez imprévisible. Et je pense là sur les 30 premiers, je dois avoir un Volting qui est sorti à 900. Et si c'était à refaire, je crois que j'avais même pas essayé, donc vraiment plutôt surpris. Sinon, pour le reste, globalement, j'ai eu que des Volting qui étaient entre 500, 700, qui étaient dans les critères globalement acceptables. Donc, on se donne du mal, on fait beaucoup de calculs, mais on arrive quand même globalement à avoir des résultats qui sont plutôt satisfaisants et rassurants parce que finalement, en post-opératoire, c'est presque le premier truc que je regarde, c'est que Pierre les regarde plus, tu vas dire, de suite à J1 pour arrêter de te faire peur, tu m'as dit. Ouais. Moi, je les regarde, j'aime bien voir, même je les fais dans le suivi pour voir si ça évolue et trop bien. Mais voilà, pour l'instant, globalement, plutôt des bonnes surprises. Alors, probablement que ça va être amené à évoluer avec une nouvelle technique d'imagerie. Est-ce qu'il y a un moment, on arrivera vraiment à visualiser le sulcus directement? Peut-être que ça deviendra du coup plus simple parce que là, ça reste quand même une petite entreprise, en tout cas, on veut bien de regarder, de checker tous les volts. Mais c'est ce qui nous permet, en gros, de donner le plus de chances aux patients d'être dans les critères de sécurité maximale. Oui, j'ai pas dit. En fait, le volting, c'est pas forcément une indication à explanter, c'est plus, ça va plus jouer sur le rythme de surveillance éventuellement, ouais. Okay. Bah, moi, celle qui a 900, je la surveille d'un peu plus près. D'habitude, je fais contrôle à 3 semaines, 6 semaines. Après, on dit contrôle à 2 ans. Là, je pense que je la revois à 6 mois, faire des comptages endothéliaux. Les angles étaient ouverts, il n'y a pas de problème de PIO. Mais ouais, à surveiller. Parce que cliniquement, c'est pas toujours beau à voir. Hein. Quand il y a des gros voltings, on a l'impression qu'ils ont l'iris dans la cornée. C'est un peu stressant. Puis après, une fois de toute façon, en général, on s'en rend compte en péropératoire. Tu vois en péropératoire quand tu as un implant qui est trop grand. Quand il est trop petit, tu le vois aussi souvent parce qu'il a tendance à tourner plus facilement, ou en tout cas à pas rester en place quand tu le positionnes. Et quand il est trop grand, tu vois que tu as une chambre antérieure qui est trop étroite. Mais le volting important, il y a une chose qui est chez les formiopes, quand tu as un volting important, tu as une hypermétropie. Il y a une surcorrection qui est liée à la position de l'implant qui est trop antérieure, et donc tu as un résultat réfractif qui peut être insatisfaisant. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut explanter. Après, c'est une question de surveillance, savoir s'il y a une dispersion pigmentaire, s'il y a une hypertonie, des choses comme ça. C'est sûr que si tu as 1200 ou quand sur la photo qu'a montré tout à l'heure Nicolas, c'est des gens qu'il faut explanter, mais un 900, ça m'est arrivé de garder des patients qui ont un volting à 1000 sans avoir à l'explanter. Il faut savoir aussi que le volting diminue avec le temps, puisque le cristallin augmente en taille avec le temps. Donc voilà, c'est un contexte à prendre. C'est jamais facile de dire à quelqu'un il faut que je vous explante quand il était myope de moins 18 et qu'il a 9 dixièmes. Et c'est quelque chose qui est compliqué de lui expliquer qu'on va faire, qu'on est obligé de lui enlever l'implant. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'évolution réfractive après pose d'un ICL? Déjà en préventif, il ne faut pas opérer les patients trop jeunes. Pour ma part, j'essaye d'attendre qu'ils soient intolérants à leurs lentilles. Vous savez que plus une myopie est importante, plus elle va évoluer longtemps. Et franchement, si le patient supporte bien ses lentilles, et en dehors d'une motivation professionnelle ou sportive personnelle, j'essaye de ne pas les opérer trop jeunes. En tout cas, j'attends au moins un minimum 2 ans de stabilité et si possible, jamais avant 25 ans et plutôt autour de 30 ans s'ils supportent leur lentille. Ça m'est arrivé d'opérer des gens à 18 ans pour des raisons professionnelles, des gens qui voulaient rentrer dans des carrières où ils ne pouvaient pas avoir de lentilles, des choses comme ça, en les prévenant bien sûr qu'il faudrait les réopérer plus tard. Ça m'est arrivé d'opérer notamment pas mal de jeunes femmes qui étaient devenues totalement intolérantes à leurs lentilles à 20 ans ou à 22 ans avec des myopies de moins 10. Il faut comprendre le contexte, mais toujours en étant très clair avec les patients, en leur disant que c'est pas l'âge idéal et qu'il faudra sans doute y revenir. Donc, quand est-ce qu'il faut reprendre les patients en cas d'évolution réfractive? Ça concerne évidemment que la myopie, l'hypermétropie n'évolue pas, elle a plutôt tendance à évoluer. L'essayer de temporiser, donc faut pas se précipiter, hein, parce que quand il y a une évolution, il y a souvent une évolution qui va continuer. Donc lunettes, lentilles en attendant, c'est sûr qu'un patient qui était métrope à 10 dixièmes, il a envie de retrouver sa bonne vision rapidement.
De notre côté, quand il était à moins 14 ou à moins 18, s'il doit supporter des lunettes de moins 1 pour conduire la nuit, c'est pas non plus un drame, surtout si on lui explique qu'on pourra faire quelque chose dans l'avenir. Et bon, on attend bien sûr la stabilisation, il faut être sûr, et il faut quand même se méfier d'une cataracte débutante, notamment quand on a une myopie unilatérale ou une myopie qui progresse assez rapidement. En général, ça signe une cataracte débutante. Comment? Alors moi, de première intention, je ne suis pas du tout pour l'échange d'implants. Une chirurgie endoculaire répétée, une explantation, c'est pas quelque chose de forcément facile. C'est quand même cataractogène de faire des interventions en chambre dentaire répétées. Donc chaque fois que c'est possible, je fais une chirurgie au laser. Et d'ailleurs, c'est souvent un critère qui me permet de proposer une chirurgie quand les gens me mettent une pression importante, qui sont relativement jeunes. Je regarde leur topo. Si je vois qu'ils sont totalement compatibles avec une chirurgie par laser excimer plus tard, j'ai plus de facilité à leur proposer une chirurgie relativement précoce, mais toujours après 25 ans, sauf indication particulière. Alors PKR, LASIK ou SMILE, personnellement, j'aime bien la PKR parce que moins vous allez être contrainte sur le globe opératoire, en paire opératoire sur une chirurgie laser, moins vous avez de chances de faire tourner un implant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, à l'époque où on avait l'intralase, d'avoir du fait de la succion et de la pression, un implant qui s'est décalé. Et donc, c'était pas top. Donc, un laser de surface est quand même quelque chose de plutôt rassurant. Si le laser est impossible, dans ce cas-là, il faut faire une explantation, réimplantation. Donc là, vous avez des techniques possibles. Alors là, c'est dans le grand axe, donc sur l'axe de l'implant. Bon, là, il y a une cataracte évidente, mais ça peut être aussi pour un défaut réfractif. Il faut venir ramener une des aptiques, vous voyez, qui sort, voilà. Et ensuite, avec deux pinces de Troutman, deux pinces à monofilament, on sort facilement l'implant, et donc derrière on peut réimplanter immédiatement par la même incision. On peut aussi le faire perpendiculaire, mais j'aime moins, c'est ce que je faisais au début, mais je trouve que c'est moins élégant, on stretch plus l'incision. Voilà, donc c'est les deux possibilités, c'est pas extrêmement compliqué. Et quand je le fais sur des patients qui ont 10, 15, 20 ans après une cataracte, je fais la cataracte la chirurgie de la cataracte par la même incision, puisque je l'explante par 2,8 et qu'on a des manchons qui sont faits en phaco pour le 2,2, mais aussi pour les incisions à 2,8. Donc ça me permet de passer par la même incision cornéenne temporale toujours. Alors peut-être que vous le verrez, si vous avez affaire, vous aurez des vieux artisans. Et là, quand il faut les explanter, c'est quand même pas du tout le même sport. Je pense que j'en ai explanté à peu près autant que j'en ai mis, pour des raisons de comptage endothélial. Et là, c'est quand même une chirurgie qui est beaucoup plus traumatisante parce qu'on est obligé de faire une incision qui fait pratiquement 6 mm, voire 6 mm et demi. On a des gestes en chambre dentaire qui sont quand même pas faciles. Il faut déclipser l'implant. Et ensuite faire une rotation, et une fois qu'on a fait la rotation, on peut sortir l'implant et faire la chirurgie sans trop de problèmes. Mais par exemple, si on doit faire une chirurgie de cataracte derrière, vous avez une incision à 8 mm, il faut suturer, et puis en plus, comme elle est astigmatogène, moi j'ai l'habitude, quand j'enlève un artisan, d'attendre au moins 2 ou 3 mois, parce que comme la chirurgie est astigmatogène, si vous voulez donner une hémétropie ou à peu près à votre patient, il faut attendre d'avoir enlevé le surjet que vous avez fait, de voir un petit peu où on en est. Non, au contraire, c'est une très bonne c'est une indication royale. Enfin, surtout, ça dépend. C'est Claire Florent qui va nous dire si c'est compatible. Ça va dépendre de l'âge. C'est sûr qu'un kératocone fruste chez quelqu'un qui se frotte les yeux et qui a 28 ans, faut rien faire. Mais quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, qui n'a plus d'évolution de son kératocone, qui a une forme frustre, l'ICL, c'est une indication. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, c'est une très bonne indication. C'est une indication royale. Ouais. Voilà. Après, en plus, c'est vrai que comme beaucoup de cornées qui sont limites mettent hors limite,
on arrive maintenant quand même à faire du réfractif par-dessus, tu sais, du laser d'ajustage sur un cône bien compatible avec une vision correcte avec un ciel. Faire une PKR crosslinking, franchement, ça marche bien, c'est sécurisé. On fait ça depuis quelques décennies avec des résultats à long terme qui sont bien stables. Hein. Donc c'est vrai que après, moi, quand j'ai des patients pour lesquels je pose une indication licielle parce qu'il y a une contre-indication au laser, je leur explique quand même de base que c'est du one shot, quoi. Il faut que ça tombe juste direct, quoi. Que je pourrais, à de base que je pourrais pas faire de laser dessus. Ouais. Donc je les préviens quand même. Mais en réalité, faire ce qu'on appelle du bioptique, hein, finalement, en faisant du coup une PKR cross-linking, franchement, c'est envisageable, tout à fait. Moi, ça m'a souvent arrivé au début, quand il n'y avait pas encore les ICL toriques, de faire du bioptique. Hein, c'est-à-dire qu'on faisait un ICL pour la myopie et en laissant un peu de myopie, on faisait un laser, un LASIK ou une PKR myopie astigmatisme. Ça m'est arrivé assez souvent. Et puis, ça m'est arrivé aussi sur des myopies de -20, -24, de faire d'emblée laser, implant plus un complément par laser. Voilà. La question fondamentale, celle qu'on nous a souvent, laquelle on nous a souvent reproché de faire des implants FAC, savoir si les implants ICL sont dangereux ou ne sont pas dangereux. Donc, personnellement, j'ai une expérience de 31 ans d'implants FAC, c'est juste horrible. Le premier que j'ai mis, c'était justement, tu vois, bioptique. C'était en 95. Et c'est un patient que je revois régulièrement et qui a toujours ces deux implants ICL. C'est pâtissier de son métier et pilote de moto. Donc ça découle aussi de l'analyse récente de la littérature internationale et d'une étude Saphir qui avait été publiée il y a quelques années. Donc je pense que l'approche aujourd'hui est différente. D'ailleurs, le panel que vous représentez aujourd'hui en témoigne. Les jeunes ophtalmos sont beaucoup moins frileux que les ophtalmos seniors. J'ai très souvent entendu des gens me dire que c'était pas du tout safe, que jamais je pourrais opérer mes enfants avec cette technique. La peur aime l'idée du danger, donc dire quand on a peur d'une technique qu'elle est dangereuse, ça permet de se dédouaner. La peur des implants FAC, elle est liée à plusieurs choses, aux expériences du passé et à la méconnaissance des résultats actuels. Le poids du passé, vous le connaissez peut-être pas. Nous, on l'a vécu avec les implants à appui angulaire dans les années 2006 qui ont donné des catastrophes à la fois en termes de déformation pupillaire et surtout de problèmes endothéliaux. Tous ces problèmes de déformation pupillaire étaient liés à des ischémies ciliaires qui étaient liées à l'appui angulaire. L'implant qui, soi-disant, devait tout révolutionner, qui avait été fait par Alcon, qui était aussi un implant de chambre antérieure, commercialisé en 2008 et retiré en 2012. Donc, j'aime bien cette phrase, c'est celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. C'était couru d'avance. Tout ce qui est en chambre antérieure avec un cristallin donne des catastrophes aujourd'hui avec le temps. Les implants à fixation aérienne, j'en ai malheureusement mis pas mal, que j'ai tous retirés, puisque soit ils donnaient des œdèmes de cornée, donc des disparitions, des raréfactions cellulaires endothéliales très rapides, ou alors avec l'artisan, ou alors des syndromes inflammatoires avec l'artiflex, qui était beaucoup plus sûr en termes de perte cellulaire endothéliale, mais qui donnait des phénomènes de dispersion pigmentaire et des phénomènes inflammatoires très importants. Le PRL de Zeiss, qui lui a fait la joie des rétinologues, puisqu'il passait derrière et il fallait cisailler le sulcus et il passait dans le vitré, donc ils se retrouvaient tous derrière. Et les premiers implants ICL qui donnaient quand même mémoire, je crois 20%, un truc comme ça, 19 à 20% de cataracte précoce. Le début était des implants en silicone
et à partir de 96 en Collamer, qui est le matériel propriétaire de Star, qui est de l'EMA avec du collagène de porc. Voilà. Aujourd'hui, il reste plus que des implants postérieurs. Les implants antérieurs ne sont utilisés qu'en général en rétro-irien par les rétinologues quand il n'y a plus de support. Donc la question de savoir s'ils sont dangereux, je vais répondre par 5. Il y a 5 items. Les avantages de l'implantation FAC en général, le recul avec l'ICL, l'analyse des résultats réfractifs avec l'implant ICL, l'analyse des complications et qualité de vie et satisfaction des patients. Alors les avantages, bon bah comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, c'est une chirurgie qui est réversible, ce qui est quand même très important. Elle ne modifie pas l'épaisseur de la cornée, il n'y a donc pas de fragilisation biomécanique, pas de sécheresse oculaire induite comme ce qu'on peut avoir avec le laser. Et c'est une chirurgie qui ne modifie pas la forme de la cornée, donc qui n'induit pas, qui ne génère pas d'aberration optique d'ordre élevé. Donc il y a une préservation de la qualité de vision et pas une aggravation de la qualité de vision. Et c'est une technique qui permet d'avoir une zone optique efficace. L'implant a une zone optique, je vous le montrerai tout à l'heure, une zone optique efficace qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut obtenir en laser, surtout dans les amétropies relativement importantes, puisque vous savez que même en programmant une zone optique relativement grande, plus la myopie que vous traitez au laser est importante, plus la zone optique efficace est petite. Le recul, 91 l'implant en silicone, 95 la FDA, 96 le Collamer, 2011 c'est le grand bouleversement avec le trou central qui va permettre de quasiment supprimer la cataracte. Et en 2016, on a une version V5 avec une augmentation de la zone optique efficace qui permet encore d'avoir une zone optique plus importante. On a 35 ans de recul sur l'implant FAC précristallinien et 30 ans de recul sur le matériau. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions d'ICL posés dans le monde. La barrière de 4 millions a été dépassée en février 2026. Donc, c'est quand même relativement récent. Et il y a une accélération très importante du marché, puisque le premier million n'avait été franchi qu'en 2019. Vous voyez que ça explose de tous les côtés. Et qu'aujourd'hui, 90% des implants qui ont été posés sont des implants qui ont le trou central. Alors, moi, je vais faire vite parce que vous le connaissez déjà tous. L'analyse, on a dit quantitative et qualitative des résultats réfractifs. Je ne vais pas vous citer toutes les études, mais par exemple, celle-ci, 16 publications dans la littérature, 1023 yeux, c'est pas rien, un équivalent sphérique de moins 9,81, un suivi moyen de 13,7 mois, une acuité visuelle moyenne sans correction qui est de 20 sur 19, 10,5 dixièmes. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes. Shimizu, en 2016, avec des résultats réfractifs, avec une acuité visuelle sans correction supérieure ou égale à 10 dixièmes, il y en a 100% à 6 mois, 100% à 1 an, 100% à 3 ans. C'est pas nul. Bon, l'étude de la Saphir qui ne fait que confirmer tout ça. La prédictibilité, c'est quelque chose d'important. Encore une fois, la méta-analyse avec 16 publications, 1023 yeux, 90,8% sont à plus ou moins 0,50 dioptrie et 98,7% sont à plus ou moins une dioptrie. Donc on a une prédictibilité, mais en fait la prédictibilité elle dépend pas de l'implant, elle dépend de votre acuité, de la mesure de votre acuité visuelle. Et il faut vraiment se méfier sur la distance vers œil, d'autant plus quand on a affaire à une très forte myopie. Vous pouvez avoir des différences qui sont extrêmement importantes au niveau de la réfraction d'une à 2 dioptries en fonction de la distance vers œil. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vérifié. L'index d'efficacité, qui est le rapport sur l'acuité visuelle post-opératoire non corrigée sur l'acuité visuelle préopératoire corrigée. Et vous voyez que s'il est supérieur à 1, ça veut dire que le patient voit mieux en post-opératoire sans correction qu'en préopératoire avec correction. Les index d'efficacité montrent qu'on a des résultats qui sont hyper bons. En termes de sécurité réfractive, on a 95,5% qui sont stables ou gains de ligne. Alors, les gains de ligne, c'est chez le myope. Hein. On a très souvent, et notamment chez l'amblyopes, on a très souvent facilement 1 à 2 lignes de gain d'acuité visuelle.
même par rapport à des lentilles. Ce qui est quand même très important. Chez l'hypermétrope fort, il faut se méfier au contraire du fait de la diminution de la magnification de la taille des images. On peut avoir, on n'a pas de gain de meilleure acuité visuelle, ça peut arriver qu'on ait une petite perte. Maintenant, un patient qui a une hypermétropie à +8, qui supporte pas assez lentilles, il vous en voudra pas d'être passé de 10e à 9/10e. L'index de sécurité, c'est le rapport sur l'acuité visuelle de loin post-opératoire avec correction sur l'acuité visuelle de loin préopératoire avec correction. Vous voyez qu'il est supérieur à 1, ce qui montre qu'on a une sécurité qui est vraiment excellente. L'analyse qualitative maintenant des résultats visuels. Bon, il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence dans la qualité de vision entre l'implant avec trou central et sans trou central. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de phénomène photique dans les premiers mois avec les implants avec trou, mais bon, de toute façon, ça se discute plus puisque le sans trou chez le myope, plus personne n'en met, et qu'on a une telle sécurité d'un point de vue cristallin qu'on n'en parle même pas. Mais la plupart du temps, les phénomènes photiques sont résolutifs sur quelques mois. Vous voyez que on a par exemple les halos qui pratiquement dans tous les cas qui disparaissent dans les 6 premiers mois. Les phénomènes d'éblouissement, c'est la même chose. J'ai quelques rares patients qui conservent des halos. Ils sont pas toujours complètement résolutifs. J'ai jamais un patient qui m'a demandé de lui enlever son implant parce qu'il avait des halos la nuit. C'est quelque chose qui est très accepté, d'autant plus que les myopes forts ont en général une qualité de vision, notamment nocturne, opéré ou pas opéré, qui est relativement médiocre. Donc, d'un point de vue qualitatif, c'est lié à 2 facteurs, c'est qu'on conserve la forme de la cornée et on a une taille de la zone optique efficace qui est quand même beaucoup plus importante qu'en laser. Donc là, c'est des histoires d'aberrations optiques liées au traitement des fortes amétropies que l'on ne va pas avoir avec l'implant FAC. Et là, c'est le problème de la zone, enfin l'intérêt de la zone optique efficace. Vous voyez que pour une myopie de moins 9,5 à moins 10, on a une zone optique efficace ramenée au plan cornéen qui est environ à 7,4, entre 7,4 et 7,6, ce qui est énorme. Et vous savez que si la zone optique est 9% plus petite que la pupille, ça va générer une augmentation de 50% des HOA induites en comparaison avec une taille de pupille qui est équivalente à celle de la zone optique. Donc c'est vraiment un point tout à fait crucial. Et donc je vous rappelle par exemple qu'entre moins 0,50 et moins 9, on a une zone optique efficace qui est de 7,6 avec l'implant ramené au plan cornéen qui est de 7,6, alors que vous voyez qu'en bas, sur une zone optique efficace, pour une myopie, je ne sais plus de combien elle était, mais enfin, bon, peu importe, que ce soit en LASIK ou en SMILE, pour une zone optique de 6,5 programmée, on a des zones optiques efficaces qui sont de 5,34 plus ou moins 0,23 avec le LASIK et avec le SMILE de 5,01 plus ou moins 0,31. Donc on a une très très grande différence en termes de zone optique efficace entre le laser et l'implant FAC, et c'est un facteur de sécurité qui est très important. Les complications, il y a les interventions secondaires, les complications liées au sizing, les complications qui sont indépendantes du sizing. Les interventions secondaires, elles sont extrêmement rares. 28 publications, 2970 yeux avec un recul de 16,7 mois, et on a 0,47% de reprise chirurgicale. Donc, on est vraiment, c'est très peu de choses. La plupart sont des problèmes de réalignement de l'implant torique. Soit il a été mal aligné, soit il peut être de taille peut-être insuffisante. En général, quand ça tourne, c'est que c'est de taille insuffisante. Un DR et un bloc pupillaire. Le bloc pupillaire, c'est parce qu'on n'enlève pas suffisamment de visqueux, sinon, ou alors parce que ça peut être éventuellement un vaulting monstrueux, mais ça n'existe plus. Les complications liées au sizing, la cataracte, voilà, c'est ce qu'on avait. On avait un taux de presque 14% à 12 ans avec les versions antérieures à la version V4. La plupart des cataractes étaient liés à un problème
de sizing mal adapté avec un contact ou quasi-contact entre l'implant et le cristallin. Aujourd'hui, 10 publications, 5477 yeux, suivi supérieur ou égal à 10 ans. On a des opacités sous-capsulaires isolées sans répercussion entre 1,1 et 6% à peu près. Et on a entre 0% et 1,8% de cataracte sur un suivi supérieur ou égal à 10 ans. Alfonso, 3420 yeux, recul de 6 ans, à peu près 0,61% d'explantation pour cataracte. Et en général, comme on le voit là, 70% des explantations, chez les explantés, 70% avaient un volting inférieur à 100 microns et 30% entre 100 et 270 microns. Le volting, l'implant trop petit, c'est un facteur cataractogène. Aujourd'hui, avec les versions V4C et V5, c'est-à-dire qui ont le trou central, on a moins de 1%, il y a beaucoup de publications, on a 0% de cataracte avec 50 suivis, voire plus. Donc on a des résultats qui sont excellents. La dispersion pigmentaire et le glaucome qui sont liés à un volting trop important. Donc même si on a un patient qui a un résultat réfractif qui est correct, mais en général ils sont hypermétropisés, quand vous voyez des angles fermés comme ça, et un volting qui est à 1500 probablement, il faut les enlever. Mais en général, la plupart des syndromes de dispersion pigmentaire ne s'accompagnent pas d'hypertonie. Et les hypertonies qui sont exceptionnelles sont toujours médicalement contrôlées. On a encore dans l'étude de la Saphir une étude qui montre qu'on n'a jamais d'évolution défavorable. Les pertes cellulaires endothéliales, elles sont de l'ordre de 5 à 6% au moment de l'acte chirurgical et ensuite elles sont physiologiques. Donc on a voilà, encore dans l'étude de la Saphir, on a une stabilisation et on n'a absolument pas de perte cellulaire endothéliale avec le temps. Les complications indépendantes du sizing des infections intraoculaires, elles sont bien moindres qu'en chirurgie cristallin, qui est aujourd'hui estimée avec la céfuroxime à 0,043%. Donc l'étude avant la céfuroxime montrait que le taux d'endophtalmie, oui, c'est une étude qui a été faite sur entre 1998 et 2006, sur 8 ans. Il y avait 234 chirurgiens qui ont été contactés dans cette étude et le taux d'endophtalmie était de 0,016% avant la céfuroxime. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il est de l'ordre de 3 pour 100 000, ce qui est quand même relativement faible. Et dans tous les cas, je ne sais pas si je l'avais marqué, mais l'évolution est toujours favorable. Toutes les publications ont montré que quand il y avait un cristallin, l'évolution de l'endophtalmie prise précocement est favorable. Les commandes rétine, il y a quelques cas des commandes rétine post-opératoires rapides. En général, ils sont liés à la présence de lésions hématogènes préopératoires et certainement avec l'infusion péropératoire, vous pouvez avoir un décollement qui se met en place rapidement. Moi, j'ai eu un cas, une patiente qui a fait un décollement de rétine bilatéral rapidement après une chirurgie par implant FAC. Je ne lui avais pas fait son verre intramuroir, ça avait été fait par son mari qui était ophtalmo, et elle a fait un petit décollement de rétine sur les 2 yeux, sur lequel elle a été opérée, elle a récupéré 10 dixièmes. Bon, c'est pas très fun comme histoire, mais elle s'en est très très bien sortie. La qualité de vie après l'implantation ICL, toutes les études montrent qu'il y a une amélioration très nette de la qualité de vie des patients implantés avec un implant ICL. Donc en conclusion, ça reste un message de prudence et de sagesse. L'implantation FAC par ICL n'est pas dangereuse à 3 conditions. Réaliser une évaluation drastique préopératoire et respecter les critères de sécurité.
Donc la réfraction, le sizing de l'implant, la microscopie spéculaire et le bilan rétinien qui est très important pour éviter les problèmes de décollement de rétine post-opératoire qui sont rarissimes. Être certifié, comme vous l'avez dit tout à l'heure Nicolas, pour la chirurgie et s'être formé et faire un compagnonnage, ça peut être intéressant. C'est une chirurgie qui est stressante sans être compliquée. La chirurgie est franchement pas compliquée. Elle est stressante, elle est psychologiquement stressante. Je ne sais pas si Nicolas, tu as dit tout à l'heure que tu faisais tes premiers cas sous anesthésie générale. Oui, anesthésie générale pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à passer. Ouais, mais je ne sais pas si tu l'avais dit. Parce que on m'a demandé dans les questions à la fin tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, c'est important au début d'opérer ces patients sous anesthésie générale. Moi, ça fait quand même longtemps que j'en fais, donc je les fais sous local, je fais les 2 yeux le même jour, ce qui témoigne quand même d'une certaine confiance dans la technique. Pour un patient, avoir une anesthésie locale sans douleur et ne pas subir une anisométropie importante pendant 8 ou 15 jours, c'est toujours appréciable et j'ai pas de souci à le faire. Et bon, bien sûr, ça sera un suivi post-opératoire régulier. C'est une technique qui est réversible, qui est arrivée à maturité depuis longtemps. On a un recul qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de chirurgie sur laquelle on a un recul de plus de 30 ans avec un matériau sur lequel on a une biocompatibilité qui est totale. Il n'y a jamais de problème de rejet. Moi, je connais pas beaucoup de chirurgies qui ont duré aussi longtemps dans le temps. Ça a mis beaucoup de temps en France. La France a été très frileuse, beaucoup plus que l'Espagne, que l'Angleterre, que l'Allemagne, etc. Aujourd'hui, il y a des cliniques en Chine où ils en font une centaine par jour. Donc, on a quand même un recul qui est totalement incroyable. Les complications graves sont plus qu'exceptionnelles. On change la vie des patients qui sont arrivés à un stade de handicap visuel. Quelqu'un qui a une myopie très forte, qui supporte plus ses lentilles, qui est jeune, c'est pas un problème d'esthétique ou de simple confort, c'est vraiment un problème de handicap visuel. L'implantation FAC ne doit jamais être mise en concurrence avec la chirurgie du cristallin clair. Ça, je crois que les jeunes générations l'ont bien compris depuis pas mal de temps. De mon temps, j'ai vu beaucoup de chirurgie du cristallin clair chez des patients de 35-40 ans qui perdaient leur accommodation et qui faisaient un décollement de rétine en général dans les mois après. Et la chirurgie rétinienne n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Voilà, perte d'accommodation. Et je pense que l'implant FAC et ceux qui parmi vous vont s'y mettre ont un bel avenir en chirurgie réfractive, puisqu'il y a une épidémie de myopie dans le monde. Que le mode de vie des patients fait que les gens sont de plus en plus sur les écrans, donc de plus en plus myopes jeunes. Plus la myopie apparaît jeune, plus la myopie sera forte à la fin. Par ailleurs, il y a devant les écrans des risques d'atrophie des glandes de mégomus qui peuvent réaliser des contre-indications au laser. Donc, je pense que l'avenir de l'implantation FAC chez le myope fort est très prometteuse. Et je pense que ceux qui auront l'envie et le courage de s'y mettre auront un bel avenir de chirurgien réfractif devant eux. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, chez l'hypermétrope, systématiquement, il faut en faire 2 parce que l'implant de l'hypermétrope n'a pas de trou central. Mais chez le myope, dans la mesure où il y a un trou central, il n'y a pas besoin de d'iridectomie périphérique puisque l'huméracleuse passe à travers le trou. Et c'est pour ça que le temps le plus important de la chirurgie, c'est le lavage du produit viscoélastique. Parce que si tu as un viscoélastique qui reste derrière l'implant, il va te boucher le trou central et tu risques de faire un bloc pupillaire dans les premières heures. Alors, l'implantation verticale ne peut se faire que dans les implants de Montoric. L'implantation verticale a un intérêt parce que la taille du sulcus est plus importante en termes sur le méridien vertical que sur le méridien horizontal. Donc, quand tu as un implant sphérique
que tu hésites entre deux tailles d'implant, tu peux te permettre d'utiliser la taille la plus importante et éventuellement verticaliser ton implant si tu vois en préopératoire que ton implant est un petit peu trop grand. Tout à l'heure, j'ai montré à Andrea le résultat d'une patiente qui est une fille ophtalmo que j'ai opérée il y a 1 mois et que j'ai revue ce matin. Et bien qu'elle était absolument pas sur une taille charnière, elle était vraiment au milieu d'une taille d'implant, donc a priori aucun risque ou très peu de risque d'erreur, de surprise, on va dire, au point de vue taille d'implant. Quand j'ai mis le premier implant, j'ai trouvé que il était un petit peu grand et je me suis dit sur le deuxième œil, je lui mettrais en vertical. C'est un implant non torique et bon, elle a 10 dixièmes sans correction sur chaque œil, mais elle a un volt à pratiquement 700 sur l'implant qui est en horizontal et un volt à 380 sur celui qui est en vertical, avec le même diamètre cornéen, la même profondeur de chambre antérieure en préopératoire. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de sécurité. Maintenant, ça n'est possible que chez les patients avec un implant sphérique. Et je ne sais pas combien ça représente, mais je pense que Andrea ou Nicolas pourra nous le dire. Je crois que les implants toriques, c'est 70 à 80%, voilà, 65%. Donc on est à 70% d'implantation torique sur voilà. Mais par exemple, quand j'ai des patients en préopératoire qui ont on peut corriger un astigmatisme à partir de 0,50 dioptrie. Quand j'ai des patients qui ont un astigmatisme à 0,50 dioptrie et que j'ai un doute sur qu'on est charnière entre deux tailles d'implants, je vais très souvent mettre un implant sphérique en me laissant la possibilité de le verticaliser après.